Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global du Courrier des Stratèges. Aujourd'hui, on vous parle de la déshumanisation de la caste de nos élites européennes et nous allons poser la question: jusqu'où tolérerons-nous des massacres d'enfants, de civils, et comment pouvons-nous, à un moment donné, accepter une propagande quotidienne qui essaye de nous persuader qu'il y a un droit universel, ou en tout cas israélien, à tuer des enfants, des civils, des mères de famille, bombardés alors qu'ils sont désarmés. C'est une question qu'on va essayer de traiter à travers une question plus générale. Y a-t-il une offensive aujourd'hui de l'élite néoconservatrice mondiale ou éventuellement d'un certain nombre de gens manipulés par le néoconservatisme mondialiste pour, d'une façon ou d'une autre, légitimer une rupture avec notre vieille tradition humaniste, notre tradition des droits de l'homme? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une offensive idéologique, une guerre cognitive mondiale pour nous faire admettre des massacres de populations civiles au nom d'une prétendue morale supérieure, la morale de l'Occident, paraît-il, qui donne des leçons de droits de l'homme à tout le monde, mais qui n'en applique plus aucune désormais. Alors, on va évoquer tous ces sujets avec Édouard, on va vous parler notamment de cette offensive idéologique avec Bruno Retailleau en France, avec Donald Trump aux États-Unis et avec Benjamin Netanyahou, bien entendu, en Israël, au Liban, à Gaza. Mais avant, quelques petits messages, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner au Courrier des Stratèges. La vidéo que vous voyez gratuitement sur YouTube est d'une façon ou d'une autre appareillée à un article écrit du Courrier des Stratèges qui, tous les jours, produit environ une dizaine d'articles d'actualité impertinente et de décryptage de l'ordre nouveau mondial que certains veulent mettre en place. Ne manquez pas le Courrier des Stratèges. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, pensez à vous abonner à notre nouvelle chaîne de podcast que vous pouvez trouver notamment sur Spotify, mais aussi sur Ocha. Vous retrouverez le lien, le Smart Player, comme on dit, dans l'article du Courrier des Stratèges attenant à cette vidéo. Donc retrouvez-nous sur le Courrier des Stratèges directement. Vous pourrez suivre notamment les podcasts avec Édouard Husson et Thierry Messan, que nous recevons mercredi. Ne manquez pas cette émission. Nous parlerons très vraisemblablement de la trilatérale si nous ne sommes pas bousculés par l'actualité internationale, notamment l'actualité en Israël, auquel cas on donnera évidemment la préférence à l'actualité au Proche-Orient. On dira tout à l'heure pourquoi on peut penser qu'il y a une possible actualité qui arrive au Proche-Orient imminente, c'est-à-dire une frappe israélienne massive en Iran. Retrouvez-nous en fin d'émission, enfin dans la deuxième partie de l'émission, on vous en parle. Et puis n'oubliez pas bien entendu de vous abonner à notre chaîne Patrimoine qui vous apprend à vous défendre contre les hausses d'impôts qui arrivent. C'est une chaîne indispensable, 4,99 € par mois sur YouTube, la chaîne Patrimoine YouTube du Courrier des Stratèges. Enfin, Telegram, le fil Telegram gratuit du Courrier, là aussi, abonnez-vous. C'est l'occasion de nous suivre beaucoup plus facilement et puis de suivre un certain nombre d'actualités inédites ou de participer à des sondages qui vous permettent de vous exprimer. Voilà, c'était la petite introduction publicitaire. On va commencer par, donc pour aborder notre question, puisque moi, ce qui me frappe, Édouard, pour poser la bonne problématique, si j'ose dire, moi, ce qui me frappe, c'est que les médias français, les médias aux ordres, les médias subventionnés, nous noient sous des intervenants de plateau, divers et variés, mais enfin tous très liés à Israël, dont l'espèce de lamento permanent consiste à dire que, au fond, c'est pas grave si on tue des milliers, des dizaines de milliers d'enfants, des dizaines de milliers de femmes à Gaza, c'est pas grave si on bombarde des banlieues habitées, civiles, à Beyrouth, les yeux fermés. Au fond, c'est pas grave, c'est le droit qu'a Israël de se défendre, paraît-il, puisqu'il paraît qu'Israël est directement menacé militairement par le Hezbollah et qu'Israël est attaqué par le Hamas, par l'Iran. Alors qu'il y ait eu une opération du Hamas le 7 octobre, nous en avons parlé la semaine dernière, nous ne le contestons pas, mais est-ce que cette opération où 1200 Israéliens ont été tués donne à Israël le droit
d'attaquer, de tuer des enfants massivement. On a encore vu des images horribles. Sur le fil Telegram que vous retrouvez là, on en diffuse certaines parfois tellement elles sont choquantes, des Palestiniens brûlés vifs. Hier soir, ouais. Dans des circonstances au centre de Gaza, près de l'hôpital, ou l'ancien hôpital Al-Aqsa, au centre de Gaza. Et donc, je ne vois pas comment, explique-moi Édouard, toi qui connais bien la bourgeoisie parisienne, parce qu'au fond, c'est le microcosme parisien qui nous dit incessamment, interminablement, mais oui, c'est pas grave si des civils meurent brûlés vifs, si des bébés sont massacrés à Gaza, c'est le droit d'Israël de se défendre, alors qu'il est évident que ces gens-là ne les attaquaient pas. Comment on en arrive, quand on est membre d'une élite, quand on a des diplômes, quand on a fait des études, quand on se revendique du camp du bien, quand on donne des leçons de démocratie, des leçons de droits de l'homme à la planète entière, comment on en arrive à justifier des massacres d'innocents, et pas un petit massacre de 15 personnes, malheureusement une bombe a échappé, c'était un dommage collatéral, on n'y peut rien. C'est une politique organisée qui vise à massacrer des dizaines de milliers de personnes. Comment on peut justifier ça quand on se prétend l'incarnation de la démocratie ? Alors, d'abord, si on parle de la bourgeoisie parisienne, il faut se rappeler que le bourgeois parisien est un peu paresseux, c'est un rentier, donc ces sources d'information, elles sont confortables. Il va chercher sur LCI, sur BFM, sur Le Point, quelquefois dans Le Monde, quelquefois dans Le Figaro. Maintenant, il y a un truc, alors une feuille de propagande extraordinaire, le journal du dimanche. Alors, c'est devenu un torchon, c'est vraiment la poubelle de Bolloré. Et donc, voilà, on a pense-t-on, des bonnes sources d'information. Et donc, là, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit ? D'abord, on nous suggère que les chiffres le nombre de victimes à Gaza, c'est sans doute exagéré, puisque c'est l'autorité de Gaza qui les donne, et que c'est des gens du Hamas. Donc, c'est de la propagande. Alors, or, en fait, il y a un article dans le Lancet qui a montré que les chiffres donnés officiellement par les autorités sanitaires de Gaza sont des chiffres sans doute minimalistes, puisqu'il s'agit de comptabiliser les victimes qu'on a identifiées. Il y en a au moins 10% en plus sous les décombres, et par ailleurs, ce que disent les médecins qui ont publié un article dans le Lancet, c'est qu'il y a les suites traumatisantes des bombardements, il y a les épidémies, il y a le froid qui vient avec l'automne et l'hiver, il y a en fait vraisemblablement non pas 40 000 morts, mais malheureusement on a certainement dépassé 100 000, et ils disent ça peut aller jusqu'à 180 000. On se rend compte quand même de ce que ça veut dire si on dépasse 200 000 victimes, ça ferait 10% de la population de Gaza. Moi, je ne cite jamais cet article du Lancet. J'explique pourquoi, mais c'est l'occasion d'avoir une précision là-dessus. Parce qu'on se souvient de cet article du Lancet payé par la CIA, enfin par Peter Daszak de mémoire, qui était sur le Covid, qui dénonçait, qui expliquait que tous ceux qui avaient un doute, tous ceux qui avaient un doute sur l'origine animale du Covid étaient des complotistes. Et cet article, qui était un collectif, avait été publié par le Lancet. Donc, est-ce que le fait que ce soit publié par le Lancet ne pose pas un problème de crédibilité aujourd'hui ? Alors, je suis d'accord. Et alors, certains diront, en plus, les médecins qui l'ont écrit sont d'origine palestinienne. Donc, est-ce qu'ils sont objectifs, etc. Mais moi, ma thèse en ce moment, c'est qu'en fait, le conflit israélo-palestinien peut avoir un effet de retour au réel pour beaucoup de gens, y compris pour une revue comme le Lancet. Donc j'ai plutôt tendance à dire c'est intéressant. Restons au chiffre de 40 000 qui est donné officiellement par le ministère de la Santé de Gaza. Personnellement... On garde le chiffre du Lancet, mais on le met entre parenthèses en disant la crédibilité du Lancet est entachée par ces conflits d'intérêts. Voilà, mais personnellement, je pense que ce chiffre de 40 000 est minimaliste. Alors je ne peux pas dire jusqu'où aller, j'espère pas trop, parce que c'est absolument atroce ce qui se passe, mais effectivement, les épidémies, les suites traumatisantes, les blessés graves, personnellement, je ne serais pas étonné qu'on ait non pas 40 000, mais le double, ou jusqu'à 100 000 morts, ça ne serait pas en soi étonnant, plus les blessés, hein, il faut s'en rendre compte. Donc, je reviens à la bourgeoisie parisienne, elle dit, bon, ça c'est sans doute exagéré, et puis en plus, de toute façon, c'est le Hamas qui a commencé.
le 7 octobre, c'était un pogrom, etc. Et à ce moment-là, la machine, et alors au point que les gens ne regardent même plus les chiffres, on ne va pas comparer des nombres de victimes des deux côtés, c'est pas le sujet. Mais enfin, il y a quand même une question de réponse proportionnée. Si on cite la loi du talion, c'est un œil pour un œil. Je te coupe parce que justement, je ne sais plus sur quel mème j'ai vu ça, mais on montre bien l'élément de langage pro-israélien qui est on ne peut pas comparer. Moi, je suis désolé, moi je compare, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment on puisse, à un moment donné, ne pas comparer, puisqu'il y a un sujet en droit international qui est la proportionnalité, et donc il y a forcément une comparaison. Pour moi, ceux qui disent on ne peut pas comparer, je vois Raphaël Enthoven dit on ne peut pas comparer les deux, voilà. Bien entendu qu'il y a une comparaison nécessaire en droit, puisque le droit prévoit que effectivement un pays a le droit de se défendre, mais de façon proportionnée par rapport à la menace. Et qu'aujourd'hui, il est évident qu'il y a une disproportion entre la façon dont Israël a été attaqué le 7 octobre par un certain nombre de militants du Hamas, terroristes si vous voulez, moi je m'en fous personnellement que ce soit terroriste ou pas, mais on doit comparer parce qu'il y a une disproportion dans la réaction israélienne aujourd'hui. Et il y a une disproportion dans les moyens qui sont utilisés. Juridiquement, l'argument dont on ne peut pas comparer n'est pas audible, puisque précisément la fonction du droit est la proportionnalité des réactions. Alors, je te rejoins sur le fait que cette idée on ne peut pas comparer, ça voudrait dire que certaines victimes seraient plus éminentes que d'autres. Donc effectivement, ce qui est macabre, c'est qu'on retrouve dans la mort une hiérarchie, une inégalité entre les groupes humains qui aurait été affirmée déjà dans leur coexistence, puisqu'on sait que les Palestiniens, on n'a pas besoin de prendre en compte les résolutions de l'ONU les concernant, alors que Israël n'a jamais hésité en 1948 à dire, puisqu'on est créé comme État grâce à l'ONU. Bon, donc effectivement, je pense que là, il y a quelque chose d'absolument malsain. Donc un mort d'un groupe humain vaudrait moins qu'un mort d'un autre groupe humain. Je vais aller plus loin que toi, parce que il y a un excellent journal, certains jours, quand il n'y a pas la guerre, c'est un excellent journal, qui s'appelle Le Figaro. Quand il n'y a pas la guerre, quand il n'y a pas le Covid, c'est un excellent journal. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Qu'on a été jarté du Figaro par Alexandre Devecchio parce qu'on était populiste. Moi, il a refusé de m'interviewer une fois parce que j'avais critiqué le vaccin Pfizer. Ce pauvre gars, il a tellement peur de ne plus être invité dans les salons parisiens qu'il est prêt à toutes les compromissions. À une époque, le Figaro faisait des bonnes choses, et le Figaro était à peu près le seul journal français qui tenait un compte quotidien, je ne vais pas le dire comme ça, qui informait régulièrement des massacres de civils en territoire occupé par Israël, puisqu'en réalité, les massacres de civils sont une vieille pratique israélienne. Simplement, jusqu'ici, c'était de temps en temps une maison de Palestiniens qui explosait après on a dit votre fils est un terroriste, on le tue et puis on explose votre maison. De temps en temps, c'était 3 ou 4 gamins qui se faisaient allumer au fusil mitrailleur. Ça restait limité. Et depuis qu'il y a Gaza, le Figaro, tout à coup, se montre beaucoup plus dans la doxa pro-israélienne. Mais très longtemps, la presse a refusé en France ne serait-ce que d'informer le public sur les massacres de civils, même si à petite échelle, quotidiens en Israël. Alors chaque fois qu'il y avait un attentat en Israël, on disait « Regardez, ces horribles Palestiniens sont les terroristes ». Entre-temps, il pouvait y avoir eu 30 morts alignés dans la rue, ça ne gênait personne. Et parfois beaucoup plus que 30. C'est la même chose que les gens de Lugansk. C'est la même chose que les Russes sous autorité ukrainienne qui se faisaient bombarder, les gens de Donetsk, et où là, quand c'était des civils russes qui étaient démontés par des bombes ukrainiennes, ça n'existait pas. Même pas russes d'ailleurs, ukrainiens russophones, donc considérés comme traîtres à l'Ukraine. Voilà, donc quand Zelensky faisait bombarder les populations civiles russophones d'Ukraine, ça n'existait même pas, on n'en parlait pas. En revanche, quand il y a eu 5 morts sous une bombe à Kiev, une bombe russe, là, c'était devenu le génocide. C'est profondément la vision raciste, une vraie vision raciste. C'est
les seuls humains sont ceux de notre camp et ceux d'en face ne sont pas des humains. Donc quand on les tue, c'est un peu comme si on tuait des cafards. Ça n'existe pas. Alors je pense que c'est le débat de notre époque. Et le clivage se fait entre les peuples, les nations qui ont une vision de l'égalité fondamentale de tous les peuples, et puis le monde anglo-américain et ses alliés vassalisés qui ont une vision inégalitaire et des relations entre les hommes et qui pensent que certains peuples sont amenés à dominer. Je reviens à ma question. Ils ont une vision inégalitaire, mais ils prétendent le contraire, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à donner des leçons de droits de l'homme. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, j'en connais à Paris, qui t'explique, j'ai souvenir d'avoir été invité par des intellectuels, comme on dit, ils disaient non mais les Palestiniens ça n'existe pas, c'est des bédouins, c'est des gens, c'est des nomades, il n'y a pas de peuple palestinien. C'est-à-dire qu'il y a ces gens, cette personne qui m'a dit ça, je l'ai parfaitement en tête, te donne de grandes leçons d'humanité, d'humanisme, de grandeur d'âme, et en même temps est capable des discours les plus racistes qui soient. Comment c'est possible la coexistence? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On met une pièce de plus dans la machine. Ouais. Il y a ceux qui ne savent pas effectivement qui c'est des bédouins et qui ne savent pas que le niveau le niveau éducatif palestinien est aujourd'hui égal, sinon supérieur à celui d'un certain nombre de juifs israéliens. C'est pas raciste de dire ce que je dis, c'est en fait il y a eu un rattrapage éducatif en milieu arabophone et d'ailleurs les Israéliens ont bombardé systématiquement les écoles et les universités de Gaza. Il faut le dire. C'est un crime contre l'humanité. Il faut le dire, contre la culture, contre. C'est un ethnocide. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et alors quand on dit ça, ah oui mais il y a l'islam et donc l'islamisme en fait. Et donc en fait, il y a un système qui est en vase clos, c'est-à-dire c'est pas le nombre de victimes en fait, ou alors c'est des bédouins, ou alors c'est des islamistes. Et alors une fois qu'on a fait ça, ben finalement on refoule les nouvelles. Et alors bon, évidemment c'est embêtant parce que de temps en temps il y a de grandes figures du monde juif qui disent qu'ils sont profondément choqués de ce qui se passe et ils ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe. Alors là on dit oui mais bon c'est une position personnelle. Quelques-uns sauvent l'honneur. Ben oui, et c'est normal d'ailleurs, dans tous les peuples, c'est comme ça. Prenons les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu d'éminentes figures de résistants. Prenons les Français à certaines périodes sombres de leur histoire, il y a eu des gens qui ont sauvé l'honneur. C'est la nature humaine est ce qu'elle est. Il y a toujours un pourcentage de salauds, un pourcentage d'attentistes, et puis un pourcentage de résistants et de héros. Et donc c'est bien normal. D'ailleurs, il est profondément injuste aujourd'hui de faire comme si Israël c'était seulement Netanyahou. Et il y a des Israéliens anti-Netanyahou, certains pour des raisons d'opportunité, d'autres pour des raisons de principe. Donc tout ça, le bourgeois parisien, pour revenir à lui, ça le fatigue quand même. Donc au moins c'est clair, le monde, et puis on est du côté du bien, et puis en plus, on est du côté du monde ouvert, le monde anglo-américain, celui qu'on admire tellement depuis les années 60 au moins. Donc c'est confortable. C'est un avachissement. Bah, chacun a son avachissement, oui, effectivement. Tu parles souvent de l'avachissement des Français en général, mais je pense qu'il y a un avachissement propre des élites françaises. Et moi, j'insiste, ça m'a toujours frappé, puisque j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai observé les milieux dirigeants italiens, les milieux dirigeants allemands, les milieux dirigeants britanniques ou autres. Ils se battent dans la mondialisation. Ils ne sont pas avachis. Les Français dans la mondialisation, les milieux dirigeants français, ce sont des rentiers. Et ils veulent des positions confortables. Alors, on ne va surtout pas s'embêter à mettre en cause ce que décident les États-Unis. Bon, je suis sûr qu'un jour, on ira au bout du pourquoi les gens peuvent se projeter comme ça. Mais enfin bon, parlons notamment de cette annonce. Donc il y a deux annonces. Tu étais ce matin sur Tocsin, que je ne fréquente plus. Et non, mais j'aime bien Clémence Oudiakova. Mais voilà, bref. Tu parlais de cette proposition de loi déposée par 2 sénateurs sur anti-sionisme égale antisémitisme. Et il se trouve que ça rejoint les propositions faites par notre nouveau héros national, Bruno Retailleau. Je vais en dire 2 mots.
donc ministre de l'Intérieur, qui est vent debout donc, contre l'anti-sionisme et qui annonce le dépôt d'un projet de loi en début d'année 2025 sur l'immigration avec des mesures très symboliques à mon avis, parce que ça ne change rien, mais très fortes. L'extension de la durée de rétention pour les étrangers en situation irrégulière, et puis un certain nombre d'autres choses que j'ai oubliées qui font partie du décorum qu'on fait pour cacher qu'on est impuissant face aux vagues migratoires. Mais c'est quand même impressionnant comment aujourd'hui, au fond, on parvient à faire passer cette idée qu'on n'a plus le droit de critiquer Israël, sinon on est antisémite. Comment se fait-il qu'il y ait des sénateurs, des ministres qui défendent cette position aujourd'hui officiellement? Alors d'abord, il y a l'influence américaine, et en particulier le projet de loi de Stéphane Le Rudulier. Il reprend quasiment mot pour mot, il s'y réfère d'ailleurs, un texte de quelque chose qui s'appelle l'IHRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, de la Shoah. Alors, un texte qui en lui-même, alors qui a été signé par une trentaine de pays, dont la France, qui a donné lieu à une déclaration en 2000 et puis ensuite en 2015 de mémoire, qui est un texte qui commence très bien puisqu'il s'agit de favoriser la mémoire de la Shoah comme l'un des grands crimes commis dans l'histoire humaine, et ça va très bien jusqu'au moment où on nous explique qu'il y a des formes modernes d'antisémitisme qu'il faut combattre, dont l'antisionisme. Et on comprend pas le glissement en fait. Alors, on le comprend, bien sûr, politiquement, mais il s'agit d'une instrumentalisation éhontée. Je rappelle quand même la différence fondamentale. Les Juifs d'Europe n'avaient pas d'État pour les défendre, ils étaient désarmés, ils étaient exposés, il y avait peu de gens qui voulaient les accueillir, et en plus il y avait une puissance occupante, l'une des plus terrifiantes puissances militaires de l'histoire, qui était l'armée allemande, et qui donc faisait peur à tous ceux qui auraient eu envie de protéger les Juifs. Bon, c'est tout à fait différent. La question de savoir si l'attitude qu'on doit avoir face à un État constitué, qui a en plus une armée puissante, qui est capable, on le voit, de faire beaucoup de dégâts, et surtout qu'Israël peut prétendre parler au nom des Juifs du monde entier, mais on sait très bien que ça n'est pas le cas. Il y a des tas de Juifs qui ne veulent jamais aller en Israël, il y en a d'autres qui se disent antisionistes au passage. Donc il y a une confusion. Il y en a qui sont allés, qui en sont revenus. Exactement, donc il y a une confusion, et on ne voit pas au nom de quoi on ferait l'amalgame entre le sort terrible qu'ont vécu les Juifs européens pendant la Deuxième Guerre mondiale et ce qui se passe aujourd'hui en Israël, surtout qu'en plus, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont plutôt les Israéliens qui frappent d'autres que le contraire. Donc on a là un amalgame, et alors quand j'entends ce brave Retailleau en plus nous citer du Jean Kelevitch, à mon avis on lui avait fait une petite fiche et il savait même pas qui c'était visiblement, il y a un grand philosophe. J'en profite pour dire que là aussi l'opération est rondement menée, puisque la presse a commencé à fleurir, je crois que c'est dans Le Point, il y avait un long portrait de Retailleau avec des détails qui allaient bien pour forger une légende. Et là aussi, alors je vois que Le Monde en a refait un ce matin, qui reprend là aussi les éléments de la légende, c'est-à-dire que de même que Macron a été fabriqué par une certaine presse en 2016 avec des détails sur sa vie, petit génie, etc., on est en train de nous refaire le Mozart de Vendée, qui est Bruno Retailleau. C'est une forgerie complète, c'est absolument extraordinaire. Et le gars, il ne sait même pas ce que c'est que l'état de droit. Je veux dire, il a visiblement... Non, moi, je pense qu'il sait, mais il le déteste. Mais... Alors, c'est peut-être ça, mais enfin, il nous raconte n'importe quoi sur l'état de droit. Il ne sait même pas... Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une loi naturelle antérieure au droit positif, et que... Bon, mais en admettant même qu'on soit dans un bon libéral, comme moi. Donc, admettons même qu'on ne soit que dans le domaine du droit positif. Tout individu qui réfléchit de manière sensée sait bien que la loi n'est qu'une explicitation du droit, et il faut d'abord que le droit soit formulé pour que la loi puisse être solide. Donc l'état de droit, il est forcément antérieur à la loi. Alors, c'est bien les lecteurs de Hayek. Ouais, ben voilà. Les lecteurs de John Locke, c'est bien ça. Voilà, mais le problème, c'est que Retailleau, soit il a dormi à Sciences Po, soit à Sciences Po, on lui a pas enseigné les bonnes choses.
Ah, mais je crains que Retailleau soit... il était cavalier au début. Moi, j'ai retenu de la biographie, de la géographie rédigée par Le Point, que Retailleau, il a commencé sa carrière comme cavalier au Puy du Fou. C'est comme ça qu'il a été repéré par Philippe de Villiers. Et en fait, il a fait sa carrière, en fait, c'est un cavalier, donc je ne suis pas sûr qu'il ait fait des études de philo. Simplement, il a la bonne conscience bourgeoise de province qui est il faut de l'ordre. Il est auteur de cette phrase que je trouve extraordinaire, qui est franchir les limites devrait être un délit, je crois, doit être considéré comme un délit. On sent le gars qui dit ah, il y a des limites à ne pas franchir, monsieur, dans la vie. Et donc le gars qui contre voilà, la haine de la fantaisie chez le bourgeois de province. Alors, et je pense que ça ne va pas au-delà. En même temps, la haine de la fantaisie, mais qui amène à être très cavalier avec la philosophie politique, si j'écoute bien ce que tu dis, et peut-être même un jour nous accabler de cavalier législatif, c'est ça? Ah, elle est bonne ça. Ah, il est en forme. Édouard est très en forme aujourd'hui. En tout cas, on rappellera quand même l'intervention du procureur Pinard dans le procès de Flaubert qui voulait pénaliser Madame Bovary, mais qui Pinard avait fait condamner auparavant Baudelaire. On voit bien le retour de cette espèce de... C'est Pinard, Retailleau, c'est le Pinard moderne. Lui, ce qu'il veut, c'est interdire toute forme de transgression. Et l'art étant une transgression, j'imagine que Retailleau nous fera bientôt un prurite sur je ne sais quelle œuvre d'art. Mais sur le fond, aujourd'hui, la position de Retailleau, elle est quand même à l'unisson de cette reprise en main, de cette guerre cognitive qui est menée par les néoconservateurs, qui est « ne touchez pas à Israël, tous ceux qui critiquent Israël sont en fait des nostalgiques d'Auschwitz ». Oui. Comment on explique la porosité du gouvernement français à cette vague mondiale? Alors, je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est effectivement cette bourgeoisie française qui n'a jamais vraiment clarifié son rôle dans ce qui s'est passé entre 40 et 44. Alors, parenthèse, les Français ont massivement protégé les Juifs. Même avant d'être résistants, ils ont protégé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'empêche qu'il y a une certaine bourgeoisie française qui a été très ambiguë, pour dire le moins, sur le sujet. Et je pense que Retailleau est porteur de cette ambiguïté. Donc on s'est confortablement mis dans le chariot de ceux qui disent... porteur de cette ambiguïté historique. Historique, voilà. Et ces gens-là ont intérêt à dire aujourd'hui... Nous sommes impeccables. Nous avons toujours été résistants. Sauf que, comme toujours, le bourgeois français, il y a une guerre de retard. Aujourd'hui, la question n'est plus la mémoire de la Shoah, qui est acceptée largement, heureusement. C'est où sont les dangers dans le monde, où sont les populations qui souffrent. Et est-ce qu'on peut... L'Afrique du Sud a déposé un recours devant la Cour internationale de justice en demandant à Israël de respecter sa signature de la Convention sur les génocides. Donc c'est ça le combat d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut faire ça avec beaucoup de tact, beaucoup de doigté, parce qu'on ne peut pas amalgamer les décisions d'un gouvernement israélien à l'ensemble de la population israélienne. On sait bien qu'il y a des oppositions, on sait bien que Netanyahou avait droit, avant le 7 octobre, à des manifestations massives parce qu'il voulait faire reculer l'état de droit. Donc, ayons tout ça en tête, mais je pense que c'est cette porosité. L'autre élément de porosité, c'est bien sûr l'interminable débat sur l'immigration depuis 40 ans en France, avec une impuissance réelle des politiques, mais aussi, je pense, une complaisance à entretenir ce débat, parce que finalement ça permet des jeux de rôle. Alors il y a ceux qui défendent les migrants, il y a ceux qui les attaquent, il y a ceux qui sont pour la remigration, il y a ceux qui sont pour des mesures plus dures, une nouvelle loi, etc. On fait rien en fait en termes de contrôle des frontières, en termes d'immigration choisie, puisque un peuple ne peut pas vivre sans une immigration, mais il faut qu'il la choisisse. Et alors là on rejoint effectivement le confort intellectuel. C'est pas glorieux, mais on sait très bien qu'aujourd'hui les Israéliens, les Juifs israéliens ont un problème avec les Arabes, il faut dire les choses, et donc nous aussi Français, quand même, ils nous embêtent tous ces gens, voilà, les musulmans, les Arabes, etc. Donc là on tombe dans le café du commerce. Alors, cela dit, on va dire 3 mots quand même de cette histoire d'immigration. Donc un projet de loi doit arriver début janvier 2025. Moi, ma position, c'est que c'est très largement instrumentalisé par Michel Barnier
dont je lisais, je crois que c'est dans Le Monde, qu'en fait tous les discours, toutes les interventions de Retailleau dans la presse sont méticuleusement relues par Matignon, donc toutes les positions rocambolesques, j'allais dire, de Retailleau, tartarinesques de Retailleau, sont en fait validées par Matignon. Il n'y a pas d'initiative individuelle de Retailleau là-dessus. De mon point de vue, c'est une pure instrumentalisation pour détourner l'attention des augmentations d'impôts et pour ressouder. D'abord, de mon point de vue, les sorties de Retailleau servent à, au fond, empêcher le Rassemblement national de lâcher le gouvernement en race campagne. Et en annonçant le dépôt d'une loi sur l'immigration début janvier 2025 avec des intitulés qui vont dans le sens des projets du Rassemblement national, ça va être compliqué pour Marine Le Pen de lâcher, et son groupe, de lâcher le gouvernement en race campagne. Et je pense que c'est une façon d'occuper le terrain et de détourner le regard vers la question de l'immigration pour ne pas qu'on regarde les hausses d'impôts et les efforts que le déficit public, la crise des finances publiques va demander. Mais quand même, là aussi, Édouard, ce n'est pas une loi sur l'immigration qui est déposée, c'est une loi contre l'islam. Parce qu'au fond, les migrants chinois, tout le monde s'en fout. Les migrants philippins, tout le monde s'en fout. Ce qui gêne, c'est les Noirs et les Arabes, pour aller vite. Oui, alors ils ne sont pas tous musulmans, donc c'est plutôt les Africains, on va dire. Mais alors il y a une composante anti-musulmane, effectivement. C'est quand même, parce que là aussi, moi je suis gêné puisque je recrute très souvent des Africains statistiquement plutôt chrétiens, mais pas par choix, pour des raisons de carte scolaire. Quand je recrute, non pas au courrier, mais chez Tripalio, je vois combien ces lois sont embêtantes pour les employeurs. En fait, au fond, elles pénalisent les étrangers sans doute, mais elles pénalisent d'abord les employeurs qui cherchent la main-d'œuvre, disons-le. Mais quand même, la focalisation, elle est sur les Maliens, les Mauritaniens, les Sénégalais qui sont majoritaires, enfin les Maliens, Mauritaniens sont musulmans, les Sénégalais qui sont majoritairement musulmans, les Algériens, les Marocains un peu, mais surtout les Algériens, les Tunisiens, un peu les Égyptiens, les Afghans, c'est surtout ceux-là qui sont visés dans le texte de loi. Et donc, moi je suis quand même frappé de voir que, au fond, ce qui justifie ces mesures, c'est très largement une analogie, un amalgame qui a été fait entre musulmans, terroristes, voleurs, personnes en prison. Est-ce que cette image du musulman terroriste, là aussi, elle n'a pas été profondément fabriquée depuis 20 ans à travers toute une guerre cognitive? Alors, certes, il y a eu des attentats musulmans, mais la question c'est qui les commandite et ça reste encore à élucider. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, là aussi, n'est-ce pas le produit d'une stratégie de justification in fine, une espèce, je vais utiliser un mot de pédant, une téléologie très israélienne pour que l'opinion occidentale ne nous lâche pas quand on bombarde des enfants, il faut que dans leur esprit, ils se disent les enfants, c'est de futurs terroristes, donc au fond, c'est bien qu'on les liquide tout de suite. Ce qui est certain, c'est que tout le monde est focalisé sur ce qu'on appelle l'islamisme, alors qu'il y a aujourd'hui l'alliance terrifiante de deux fondamentalismes religieux, ce qui s'appelle aux États-Unis le sionisme chrétien. Ce sont des évangélistes en général qui pensent qu'il faut absolument soutenir Israël, surtout s'il y a une guerre au Proche-Orient, parce que ça va hâter le retour de Jésus-Christ, le second avènement. Et d'autre part, le gouvernement Netanyahou, avec ses membres religieux, mais dont l'un des projets, c'est de faire sauter les mosquées de l'Esplanade et de reconstruire le troisième temple. Et tout le rituel est prêt, les animaux sont là, on refera des sacrifices animaux, etc. Bon. Donc il y a cette alliance redoutable de ces deux fondamentalismes, et je l'ai dit la semaine dernière, peut-être que ça a choqué certains, mais pour moi, aujourd'hui, l'islamisme est plutôt en recul, en général dans le monde, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des souffrances de telle ou telle population ici ou là, mais de fait il est en recul et que le vrai danger pour nous, et d'ailleurs avec un risque de guerre massive, c'est l'alliance de ces deux fondamentalismes américains et israéliens. C'est l'occasion de dire 3 mots de Trump, je regarde l'heure et on passe ensuite à la question du Proche-Orient.
Trump, il a un peu un roue libre sur les immigrés là, en ce moment, non? Alors, il a compris que Kamala Harris avait complètement cafouillé sur cette question du contrôle à la frontière. Là, on n'est plus du tout dans une optique invasion musulmane. Trump explique que c'est tous les rebuts de l'Amérique latine qui veulent... Qui viennent tuer, prendre nos jobs. Et donc, il a compris que le thème est porteur et surtout il permet de coincer Kamala Harris. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, c'est le thème qui avait lancé sa campagne en 2015-2016 et peut-être que dans la dernière ligne droite, il se dit que c'est plus sûr de revenir là-dessus. C'est ambigu d'ailleurs quand on a écouté le dialogue entre Elon Musk et lui, on voit bien que le seul différent qu'il y a entre Elon Musk et lui, c'est que Musk dit oui attendez, il y a un certain nombre de ces gens qui arrivent, moi j'aimerais bien les employer parce que sans doute ils sont bien formés et ça peut faire de la bonne main d'œuvre. Et là on voit bien qu'il y a un décalage. Mais Trump fait de la politique et effectivement. Comme dirait Eric Ciotti, Musk fait des choix de facilité. J'ai trouvé ça génial. Quand Ciotti est passé au MEDEF, au moment des auditions pour les listes européennes, la patronne des bouchers avait dit « mais nous, on a besoin d'immigrés pour faire tourner nos boucheries ». Et Ciotti, qui n'a jamais créé une entreprise et qui vit sur le dos du contribuable depuis 30 ans, il dit « vous faites le choix de facilité, écoute, du coup, on crée ton entreprise et tu vas voir si c'est facile. » Alors, les trucs à lui. Donc, j'imagine que Ciotti va écrire à Musk « vous faites des choix de facilité, monsieur, en préconisant le recrutement d'immigrés ». Voilà, donc Trump effectivement est, un peu, comme tu dis, un peu en roue libre là-dessus. Il parle ouvertement d'une remigration, enfin ce qu'on appelle remigration en France. Lui, je crois, parle de déportation. Alors le Wall Street Journal utilisait le mot deportation, donc déportation ce matin. Mais globalement, effectivement, il semble avoir du vent dans les voiles et apparemment il y a une forme de panique dans la campagne de Kamala Harris. On a même vu Obama sortir du bois et aller se promener à Chicago pour aller voir l'électorat noir et lui dire il faudrait quand même voter pour elle. Avec des arguments, Wall Street Journal toujours, des arguments jugés nasty, donc alors, je vais traduire vulgairement dégueulasse, pour culpabiliser les gens de voter pour Trump. Voilà. Et de fait, il y a un vrai sujet qui est le basculement d'une partie de l'électorat noir, de l'électorat asiatique et d'une grande partie de l'électorat latino pour Trump. Ça, c'est indéniable. Et à partir de là, effectivement, on se demande dans la campagne de Kamala Harris ce qu'on va pouvoir faire parce que les sondages montrent plutôt une poussée de Trump dans les swing states. Donc, on ne sait pas, c'est difficile de prévoir quelles seraient les conséquences d'une guerre du Proche-Orient dure qui commencerait définitivement entre Israël et l'Iran. C'est difficile à dire, mais en tout cas, pour l'instant, Trump a le sentiment que c'est son bateau qui va rentrer au port, le premier. Donc, il reste 3 semaines. J'ajoute que Trump a déclaré qu'il fallait mobiliser l'armée ou la garde nationale, ce qui aux États-Unis n'est pas rien, le jour des élections pour éviter une guerre civile. Déjà, ça décrit à peu près l'ambiance des élections. On en reparlera. Mais quand même, moi, ce qui me frappe là aussi, c'est qu'on a vu Trump prier dans une synagogue. Et donc, moi, ce qui me frappe, c'est comme en Europe, l'extrême jonction, si j'ose dire, entre une démarche très philo-israélienne, israélophile si vous préférez, et une diabolisation de l'étranger. Alors qu'à une époque, les communautés juives étaient plutôt dans la défense des immigrés, dans la défense SOS Racisme a quand même bénéficié d'un soutien de la communauté juive. Julien Drey a quand même participé à SOS Racisme, et Julien Drey, aujourd'hui, est l'un des principaux contenteurs des Palestiniens. Et là, on se dit, mais il y a quand même aujourd'hui un axe qui se dégage d'exaltation du suprémacisme occidental, on va le dire comme ça, ou en tout cas cette tendance et qui rejoint les intérêts israéliens. C'est assez frappant quand même. Oui, d'autant plus que les causes profondes des vagues de migration que nous avons connues depuis 20 ans, c'est la destruction par les États-Unis et leurs alliés d'un certain nombre d'États.
Et donc on a une espèce de cercle vicieux où on détruit des États, on crée des afflux migratoires, on développe une idéologie anti-migrants et au nom de cette idéologie, on continue à détruire d'autres États au Proche et au Moyen-Orient. Donc c'est un cercle profondément vicieux et il est regrettable que la politique française se soit laissée enfermer là-dedans. Alors, justement, on parle du sujet que vous attendez tous, je vérifie mon heure, il nous reste 20 minutes. Au Proche-Orient, on est dans une espèce de situation, on refait le bilan des événements d'hier, vas-y, fais-les puisque tu les connais par cœur. Alors, hier, le Hezbollah a frappé 35 fois, dont une frappe particulièrement spectaculaire puisqu'elle a visé une base militaire au sud de Haïfa, et pas n'importe quelle base militaire puisque c'était celle de l'unité Golani qui est une unité d'élite de l'armée israélienne, et elle a fait là-bas des morts. Surtout, le plus frappant dans cette histoire, sans mauvais jeu de mots, c'est le fait que visiblement, en envoyant des drones sur ces bâtiments, le Hezbollah savait que c'était l'heure du dîner des soldats et des officiers. Et donc, ils ont touché le MES et ils ont fait 4 morts et plus de 70 blessés. Donc, avec un drone. Avec ou plusieurs, hein, mais aujourd'hui ce sont des essaims de drones en fait qui arrivent, ce qui fait que s'il y en a un qui est abattu par la défense antiaérienne, les autres passent. L'idée est simple, hein, c'est que ce soit les drones ou les missiles, aujourd'hui on cherche à saturer les défenses antiaériennes. Mais là, il semble même que les défenses antiaériennes aient été complètement débordées et on a même pensé que le chef d'état-major des armées de l'armée israélienne avait été tué dans cette frappe-là. Il semble que non. Mais alors, ça, c'est dans un contexte où, disons-le, nous étions pessimistes il y a 15 jours sur la capacité du Hezbollah à rebondir. Alors, moi, je n'étais pas pessimiste, je ne suis pas pour le Hezbollah, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Mais la question était, est-ce que le Hezbollah est affaibli par rapport à la représentation de la vulnérabilité qu'il donnait, notamment depuis sa victoire face à Israël en 2006, puisque voilà. C'est ça le sujet. Donc il semble que, malgré le coup dur de la décapitation des chefs du commandement, il y ait une vraie capacité de rebond. Ça se manifeste par des opérations comme celle d'hier, mais aussi par visiblement les combats très durs qui sont menés au sol. L'armée, j'en parlais avec un bon connaisseur de ces choses-là, militairement parlant, qui a été stationné au Liban il y a une vingtaine d'années, et qui me disait que quand il suivait sur la carte, l'armée israélienne avance très peu, où elle fait du surplace. Et donc le Hezbollah, le Hezbollah semble être en mesure de stopper une possible offensive terrestre israélienne, en tout cas de la rendre très difficile. Et je suis étonné que l'armée israélienne soit aussi franche sur le nombre de morts, considérable, hein, puisqu'on parle déjà de plusieurs centaines de morts, alors que elle a complètement caché les morts dans les affrontements contre le Hamas et les autres mouvements palestiniens à Gaza. Donc là, visiblement, c'est beaucoup plus difficile à cacher ce qui se passe au nord dans la lutte contre le Hezbollah. Bon, alors il y a une deuxième information. Alors moi, les bras m'en tombent. Alors, les Israéliens ont commencé à attaquer la FINUL. La FINUL, on rappelle ce que c'est. Ah, c'est la force d'interposition de l'ONU au sud Liban. Donc, ils ont commencé à attaquer des casques bleus. Ils leur ont tiré dessus. Il y a eu 4 blessés. Il y a un char qui, si j'ai bien compris, a démoli l'entrée du camp des casques bleus. 2 chars sont entrés. 2 chars israéliens là, qui ont envahi le campement des casques bleus. C'est ahurissant. Voilà. À un moment où tout le monde parle du droit, blablabla, je ne sais pas qui va défendre le droit des Israéliens à attaquer des forces de l'ONU. Netanyahou pousse la provocation jusqu'à demander officiellement le départ des casques bleus, en expliquant « vous allez souffrir si vous restez », en gros. Et il n'y a pas une réaction en France. Alors, Giorgia Meloni, qui a des casques bleus italiens qui se sont fait canarder par les Israéliens, a commencé à piquer une gueulante, enfin, elle n'a pas rappelé son ambassadeur à Tel Aviv. Et en France, alors,
j'ai même l'impression que personne n'en parle. C'est-à-dire que ça se passe dans une passivité totale. Et là encore, c'est le droit des Israéliens, les pauvres, ils se font attaquer, etc. Les mecs, ils attaquent les casques bleus. Et hier soir, il y avait un montage ridicule sur les réseaux sociaux qui circulait. On montrait un tunnel du Hezbollah juste devant le camp de la Finule. Moi, je me suis permis un commentaire ironique en disant c'est quand même un peu gros. Alors, pour moi, c'est l'histoire du canon de Saddam Hussein. C'est où il y avait 5 tuyaux branchés en disant c'est un canon qui va bombarder les États-Unis. Voilà. Quand c'était à Gaza, on a découvert qu'Israël nous a expliqué que les mecs de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, étaient tous des militants du Hamas. Et là, ils nous refont le coup. Bientôt, les mecs de la Finule vont être des membres du Hezbollah. Voilà. Et alors, ce qui est frappant sur les réseaux sociaux, c'est le nombre de trolls qui appuient et qui disent oui, il faut virer la Finule. Mais ces trolls, ils sont payés par, par le Mossad, c'est le service propagande du gouvernement israélien qui les finance. Israël fait la même chose que tous les grands États, c'est-à-dire, là, vraisemblablement, des fermes de trolls. Mais il y a aussi des gens sincères, la bourgeoisie française dont on parlait, qui disent oui, c'est vrai, regardez, c'est scandaleux, il faut virer la Finule, puis ensuite le Hezbollah du Liban. Voilà. C'est l'occasion de remettre une pièce dans la fente, comme tu dis. Comment les mecs font pour, à un moment donné, dans le même temps, que des gens disent faut virer l'ONU, faut virer le Hezbollah, faut écraser tout ça. Moi, j'ai entendu dans des cercles divers et variés, qui se prétendaient patriotes, les Palestiniens, il faut tous les liquider, même les Arabes en peuvent plus, etc. J'ai entendu ce discours extrémiste. Mais au moins, les mecs qui te disent ça, te disent « je m'assume comme raciste ». Ils ne te donnent pas des leçons de droit international. Là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la coexistence dans une même personne, et parfois même dans une même conversation, d'une apologie de la prétendue démocratie, mais il faut virer et du droit international, et il faut virer l'ONU qui est là sur mandat de l'ONU. Enfin, je ne comprends pas ce mensonge, cette incohérence profonde, cette injonction paradoxale profonde. Voilà, pour moi, ça reste un mystère. L'Union soviétique prêchait bien pour le droit et tout en étant un État totalitaire et qui ne le respectait pas. Bon, qu'un État le fasse, mais qu'il y ait des gens cultivés, parce que moi je pense que plein de dignitaires, plein de membres de la nomenclatura, plein d'oligarques se disaient, on dit ça mais on n'en croit pas un mot. C'est la fameuse phrase, le communisme pour moi c'est l'inverse que le catholicisme. Je suis pratiquant mais pas croyant. C'est un communiste qui dit ça, le communisme je suis pratiquant mais pas croyant. Mais là ce qui m'étonne c'est qu'il y a des croyants, c'est-à-dire des gens qui parlent du droit international en y croyant, des individus, et qui en même temps disent « faut bafouer le droit international ». Pour moi, c'est incompréhensible. Mais c'est l'occasion de rappeler, puisqu'on a régulièrement l'argument, là aussi, qui commence à me chauffer. Enfin, moi, je le dis, Édouard, je pense que si le gouvernement essaie réellement de faire passer une loi disant antisionisme égale antisémitisme, moi, je me mobiliserai. Moi aussi. Il y a un argument qui me chauffe, c'est Israël, elle est la seule démocratie du Proche-Orient. Alors, ils ont flingué combien de journalistes depuis le début du conflit à Gaza, ces grands démocrates? Selon un observatoire américain concernant le journalisme, ils ont tué 175 journalistes et c'est pas des dommages collatéraux. C'est-à-dire c'est ciblé. On peut reconstituer l'histoire de chacun de ces journalistes. Ils ont reçu des avertissements de l'armée israélienne. On leur a demandé d'arrêter leur reportage sur les horreurs de Gaza. Ils ont refusé parce que ces gens sont courageux, ont des convictions. Et à ce moment-là, ils ont été ciblés, tués. Le dernier, j'ai fait un article dans le Courrier la semaine dernière sur un jeune homme de 19 ans du nom de Hassan qui a refusé d'obtempérer après les menaces de l'armée israélienne et qui a été repéré alors qu'il échappait jusque-là toujours aux frappes. Il a été repéré pour la demi-seconde où il s'est branché, il s'est connecté pour envoyer une vidéo. Alors, il faut insister sur le fait que tout ce que nous savons sur Gaza, c'est grâce à ces gens-là. Et il y en a 175 qui ont été tués, il y en a d'autres qui continuent courageusement sur le terrain. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on a plein de journalistes donneurs de leçons qui expliquent Poutine est un dictateur, qui ne respecte pas la liberté de la presse, blablabla,
Et quand c'est Israël, il y en a pas un qui mouffe, alors que c'est pas 1, 2, 3 journalistes qui ont été tués dans un bombardement en dommage collatéral. C'est une politique d'élimination systématique des journalistes qui couvrent le conflit. Et maintenant, ça a commencé au Liban. Et ça a commencé au Liban. Est-ce qu'on peut expliquer le silence coupable des journalistes français, notamment de détenteurs de cartes de presse, je ne sais pas si on peut pas appeler ça des journalistes, qui aujourd'hui restent absolument silencieux devant le massacre de 175 de leurs collègues en Israël. Et je le redis, il y aurait un journaliste qui se prend un coup de LBD dans une manif en France, c'est la catastrophe. Là, c'est 175 journalistes tués délibérément par l'armée israélienne pour empêcher que le conflit ne soit couvert. C'est la polémique où le porte-parole de l'armée israélienne félicite BFM pour sa couverture des événements. Et il faudrait s'intéresser au conflit d'intérêts entre ce porte-parole de l'armée israélienne et certains lobbyistes. Je crois qu'il est l'époux d'une Française. Oui. Et par ailleurs, quand Rima Hassan fait remarquer à BFM que c'est gênant, aussitôt c'est le scandale, Monsieur Bellamy monte sur ses grands chevaux, enfin bon, tout ça est... Il y a aussi Bellamy, quoi, enfin bon. Et qui n'a jamais osé dire du mal du vaccin alors qu'il le pensait. Hein, et qu'il en pensait beaucoup, m'a-t-on dit, de sources sûres. Quand même, comment tu expliques, toi, là aussi, que des grands journalistes donneurs de leçons, je pense au Laurent Geoffrin, etc., à toutes ces grandes gueules de plateau, qui sont invités sur des chaînes délibérément pro-sionistes, comment ils peuvent continuer à donner des leçons de gauche en expliquant qu'Israël a le droit de tuer des enfants et qu'au fond, 175 journalistes éliminés délibérément, ça n'est pas un problème. Comment c'est possible ? Alors, il peut y avoir une forme de confort matériel, quelquefois de peur de perdre son emploi, ça c'est pour les plus jeunes. Pour les plus âgés, tu donnais certains noms. Je pense qu'il y a une croyance réelle dans la supériorité de l'Occident. Enfin, les 68 arts ne vont pas se refaire. Pour eux, l'individualisme dont ils ont été porteurs dans leur jeunesse est aujourd'hui bien représenté par les États-Unis, par Israël et par d'autres. Il y a tout un mythe de la start-up nation israélienne que Macron a repris, a mis à sa sauce pour la France. On a vu qu'il n'y comprenait pas grand-chose d'ailleurs, mais aujourd'hui, ces gens ne voient pas le réel. Je pense qu'on a un autre problème, c'est que ce qui s'est passé avec Internet pour beaucoup de journalistes, c'est qu'ils vont plus sur le terrain. Ils se contentent de vérifier et ils se citent les uns les autres. Il n'y a plus de journalistes de terrain. C'est ça aussi qui se passe. Alors, si à Gaza, il y a des journalistes de terrain qui, eux, se font cibler par l'armée israélienne. Bon, moi, je prends un engagement. C'est que si Retailleau fait passer antisionisme égale antisémitisme, je donnerai les vraies raisons. Alors... De toute façon, ça sera un combat vital pour la liberté d'expression. Ouais, je pense que on ne pourra pas négocier là-dessus. Il va falloir monter au créneau comme sur le pass sanitaire. Les Américains ont finalement, et on va finir là-dessus puisque l'emploi du temps est chargé, les Américains ont finalement équipé Israël de leur système antimissile. Donc, puisqu'on le rappelle, il y a un dôme de fer qui permet d'arrêter un certain nombre d'armes, mais le dôme de fer en particulier, mais tu vas me corriger, tu vas me modérer, tu connais ça beaucoup mieux que moi, le dôme de fer est impuissant face aux missiles hypersoniques et ne peut pas arrêter un certain nombre de missiles par ailleurs. Notamment, le dôme de fer n'est efficace que jusqu'à une certaine vitesse balistique. Et à un certain niveau de saturation. En fait, c'est ça, je crois, l'idée fondamentale, et c'est là que tous les boucliers antimissiles sont fragiles, c'est que quand il y a une saturation des frappes, c'est-à-dire quand on envoie 100 missiles en même temps, et bien à ce moment-là, les défenses sont dépassées, les calculs informatiques, c'est comme une aiguille qui se met à tourner, qui sait pas où est l'obstacle, et donc c'est ça qui se passe. Donc, compte tenu des limites du dôme de fer, les Américains équipent Israël du système dit THAAD, qui est un système antimissile mobile, d'une certaine façon. Ils annoncent l'arrivée de 100 soldats américains, 100 militaires américains,
pour en réalité faire fonctionner ce dispositif. Donc ça signifie que les États-Unis équipent Israël pour protéger Israël d'une frappe balistique intense de l'Iran. Alors, y aura-t-il une frappe israélienne sur un certain nombre d'objectifs en Iran ? Je rappelle pour ceux qui ont loupé des événements, Israël a fait des frappes là, et finalement l'Iran a décidé de frapper Israël, notamment après le bombardement du QG du Hezbollah à Beyrouth, où des militaires iraniens sont morts. Et pour l'instant, on attend tous, enfin tout le monde attend, la riposte israélienne. Et il y a eu une intense négociation entre Israéliens et Américains sur la nature de cette riposte. Est-ce que tu peux nous redire 3 mots sur... Oui, alors, parce que les Israéliens voudraient frapper des points de raffinement pétrolier ou des puits de pétrole, et ils voudraient frapper d'autre part des sites où se travaille l'énergie nucléaire civile iranienne, et peut-être aussi se prépare une bombe atomique iranienne. Et évidemment, ce sont des frappes complexes à mettre en œuvre. Alors, du côté des infrastructures énergétiques, il y a un certain nombre de pays qui protestent en disant c'est pas possible, vous allez flanquer en l'air l'économie mondiale. Et du côté des cibles de sites dédiés à l'énergie nucléaire, en fait, c'est très difficile de savoir où éventuellement les Iraniens travailleraient à une bombe nucléaire. Donc à partir de là, il y a des choix à faire, et les Américains ont essayé de modérer les Israéliens en obtenant que ces frappes soient plus symboliques qu'autre chose. Il semble malgré tout que les Israéliens fassent pression pour que ça soit plus que du symbole, mais à ce moment-là, la crainte, c'est que les Iraniens ont prévenu qu'à la moindre frappe israélienne, ils frapperaient cette fois-ci des infrastructures énergétiques et des installations militaires en Israël, d'où les missiles anti-balistiques amenés par les Américains, les batteries de défense. Est-ce que c'est un chèque en blanc donné aux Israéliens pour bombarder l'Iran ? À partir du moment où il y a des conseillers militaires ou des soldats américains sur le terrain pour faire fonctionner les systèmes de défense antimissiles, ça peut être interprété au contraire comme un contrôle des États-Unis sur ce que va faire Israël. On ne sait pas, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu des F-35 démolis par les Iraniens dans les frappes ? Il semble qu'il y en ait eu quelques-uns, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a d'autres choses. En tout cas, le symbole, et c'est plus qu'un symbole, c'est tout à fait stupéfiant de constater qu'Israël, contrairement au discours qui était tenu il y a une dizaine d'années quand on visitait le pays, n'est absolument pas autonome militairement, et en fait, c'est éventuellement les États-Unis qui s'engagent dans une guerre avec l'Iran. Oui, en fait, ce sont des troupes supplétives de l'armée américaine. Oui, tout à fait. Peut-être pour boucler tout ce qu'on a dit, tous les patriotes souverainistes français qui admirent Israël comme un exemple de nation qu'il faudrait suivre, en fait, c'est pas une nation indépendante. Si Israël était une nation indépendante et non pas un supplétif des États-Unis, ils auraient depuis longtemps commencé à négocier avec leur environnement, parce qu'ils sauraient qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour vivre avec les autres. Mais là, étant des supplétifs des Américains, ils continuent à se croire tout permis. Bon. Je voudrais quand même terminer cette émission, parce que moi j'ai été quand même bouleversé par les images que j'ai vues, qu'on a republiées sur le fil Telegram, vous pouvez les voir d'ailleurs. J'ai hésité à le faire parce que j'aime pas forcément le voyeurisme, mais ces images de gens qui brûlent vifs. C'est atroce, atroce. Ce sont des gens qui sont sous des tentes, des réfugiés, à qui on a dit de se mettre là parce que c'était sûr, et qui sont bombardés. Avec des gens qui essayent d'éteindre l'incendie avec des extincteurs, et on entend, enfin bon, bref, c'est horrible. Et donc je considère quand même qu'on ne peut plus se taire, et qu'on ne peut plus laisser faire cette propagande qui nous explique que c'est pas grave, c'est rien, seuls les 1400 morts du 7 octobre comptent. Ça n'est pas vrai. Voilà. Et notre conscience d'occidentale doit nous interdire de valider ce genre de raisonnement raciste. Maintenant, je voudrais donner corps à tout ça. Toi qui es allé très souvent en Israël, en Palestine, en Terre Sainte, chacun l'appelle comme il veut, est-ce que tu peux nous dire 3 mots de Bethléem ? Je le prends à froid. T'es allé à Bethléem ? Oui. Alors, Bethléem, c'est une ville chrétienne. Oui. Est-ce que tu y es allé comment ? Alors,
Est-ce que tu peux redire aux gens où se trouve Bethléem? Parce que c'est la ville de naissance de Jésus. Même si Jésus de Nazareth, mais la petite crèche, elle est à Bethléem. Bethléem se trouve en Judée, pas loin de Jérusalem. Donc en Cisjordanie. En Cisjordanie. Bon, alors... autrefois, il était très facile d'aller à Bethléem parce que il n'y avait pas de mur. La première fois que j'y suis allé en 89, il y avait pas de mur. Puis c'est devenu très compliqué avec le mur, comme pour se rendre en Cisjordanie. Mais en 89, ce qui m'avait, il y a une scène que j'ai pas oubliée. Il y avait un jeune Palestinien, 16-17 ans, qui était monté sur la basilique et qui avait mis un drapeau palestinien. La basilique de la Nativité. De la Nativité. Là où on dit que Jésus est né. Et il avait mis un drapeau palestinien. J'ai jamais oublié cette image de le voir ensuite encadré par 2 soldats israéliens qui l'emmenaient vraisemblablement passer un mauvais quart d'heure. Et déjà en 89, tout était extrêmement tendu. Et ce qui m'avait frappé, moi j'ai toujours eu, comme beaucoup d'Occidentaux, une admiration pour le dynamisme, la créativité de la société israélienne, économiquement parlant et autres. Mais j'ai toujours été refroidi à chaque fois que j'allais en Israël par le traitement réservé aux chrétiens palestiniens, et c'est qu'on ne raconte plus qu'il y a un choc des civilisations, ou alors le choc des civilisations il est les juifs israéliens contre musulmans et chrétiens, et là alors, je vais quand même donner encore un peu plus de chair, parce que ce qu'il faut dire c'est que Bethléem c'est à 20 km en gros de Jérusalem, donc c'est 30 minutes en voiture. C'était la ville du roi David, la ville du roi David dans la Bible. Donc s'il n'y avait pas de mur, un grand mur de séparation comme à Berlin, s'il n'y avait pas de mur, ça se fait en 20 minutes, 30 minutes. Oui, aujourd'hui, il y a le mur. Est-ce que tu peux nous dire comment... Donc, parce que moi, je suis allé en autobus jusqu'au mur, puisque ce qu'il faut redire, c'est qu'en Israël, les Palestiniens n'ont pas le droit de conduire en Israël. Il faut une plaque d'immatriculation validée par les autorités israéliennes pour pouvoir rouler sur le territoire israélien. Et les Palestiniens n'ont pas la faculté de conduire en Israël. Et donc il y a un mur qui sépare les deux zones, et donc on prend un taxi ou un bus jusqu'au mur, jusqu'au checkpoint du mur qui mène à Bethléem, on passe le mur et ensuite on va du mur jusqu'à Bethléem qui se retrouve à 500 mètres, 10 minutes à pied, 15 minutes à pied. Le passage du mur, est-ce que tu l'as fait toi ? Est-ce que ça t'a impressionné ? Moi, ça m'a impressionné. De toute façon, je suis glacé à chaque fois que je sors de Jérusalem et qu'on passe entre les 2 murs de chaque côté. Il y a quelque chose d'absolument glaçant. Et donc, alors ensuite on voit, puis alors on peut, comme touriste au checkpoint, ça peut se passer à peu près bien, mais on voit comment ça se passe mal pour. Ah oui. Alors moi déjà, ça s'était passé. Bon. Moi, j'étais tout seul. Donc, peut-être toi, tu étais accompagné. Oui, on était un petit groupe. Oui. Moi, tout seul. Donc, quand tu passes tout seul, je peux te dire, les douaniers israéliens, les policiers israéliens sont déjà limites. Mais les Palestiniens, ils sont traités mais de façon scandaleuse. Alors qu'on en veut comme manœuvre de travail, d'un côté. Alors bon, je sais que ça c'est compliqué avec la guerre de Gaza et tout ça, mais je parle d'une époque récente. D'un côté, on en voulait comme manœuvre de travail, mais d'autre part, on les traitait comme les derniers des derniers. Alors, moi, j'ai effectivement vu des scènes d'humiliation. Les mecs, s'ils vont travailler en Israël, tous les jours, ils se font humilier en sortant de chez eux, quoi. Bon. Il faut mesurer ça parce que je vois bien que la théorie qui m'agace, mais les Palestiniens c'est des terroristes du Hamas. Non, n'oublions jamais que Bethléem est en Palestine. Bethléem c'est la ville de naissance de Jésus, et ceux qui gardent l'église de la Nativité, l'église de la Nativité est au cœur d'une ville palestinienne, à côté d'un camp de réfugiés palestiniens qui ont été expulsés d'Israël en 1948. Et ces gens-là protègent l'église de la Nativité depuis toujours. Donc il faut arrêter de nous expliquer qu'ils menacent le christianisme. Enfin moi, ça va m'insupporter. Non mais le nombre. Alors d'abord, les églises de Gaza ont été visées, il faut le rappeler. Il y a des chrétiens qui ont été tués, y compris par des snipers, deux femmes, une mère et sa fille, qui ont été lâchement assassinées par un sniper israélien au début de la guerre. Par ailleurs, regardez les images au Liban. Là aussi, qu'on ne nous raconte pas que c'est une guerre contre le Hezbollah. C'est une guerre contre le peuple libanais. Il y a eu aussi des églises chrétiennes bombardées et détruites. Alors, y compris dans le nord du Liban. Y compris
compris dans le nord du Liban, à moins qu'on nous explique qu'il y avait des militants du Hezbollah cachés en dessous. Voilà. Il y a un moment où il faut être sérieux, et il y a une forme de nihilisme destructeur qui s'est emparé du gouvernement Netanyahou et de l'armée israélienne, et il faut le dénoncer. Bon, on se retrouve mercredi, podcast avec Thierry Messant, ne le manquez pas, on en fera quand même une diffusion dégradée sur YouTube pour vous pousser à aller sur le podcast, et puis on se retrouve lundi prochain. On fera quand même une émission sur... alors on la fera peut-être à distance, parce que moi je ne sais pas si je serai à Paris lundi prochain, mais on fera quand même une émission sur les élections américaines qui approchent et qui sont un sujet très important. À très bientôt, mes amis.